plaisir d'accueillir Bérénice Manac, qui va nous raconter l'histoire de sa famille qui traverse aussi la grande histoire. Alors moi j'ai eu la chance de lire il y a une dizaine d'années le journal intime d'Étienne Manac, le papa de Bérénice, qui est un... donc c'était pas destiné directement à la publication, encore que... en tout cas c'est Bérénice qui a annoté tous les plus de 2000 pages du journal, et c'est vraiment un monument à la fois littéraire et puis aussi de témoignage historique. J'en dis pas plus parce que tu vas présenter la personnalité de ton père, mais c'est vrai que je vous recommande vraiment la lecture. C'est un peu long à lire, mais c'est vraiment passionnant, et les premières pages sur Fouligno, la région de Morlaix dans les années 30 sont très très belles. Et tout dernièrement, donc Bérénice, et c'est aussi pour ça qu'elle est là, a écrit le livre de Nella sur l'histoire de sa mère et de la famille de sa mère, et de la relation de sa mère à son premier amoureux, Emilio, et à son deuxième, Étienne, donc le papa de Bérénice. Et c'est aussi un livre passionnant, on ne décroche pas du tout. Et en plus, il y a des photos, des documents aussi d'une valeur exceptionnelle. Et c'est une histoire qui est à la fois tragique et terriblement romanesque, une histoire d'amour aussi, et très très bien écrite. Donc je pense que tu vas nous donner encore plus envie de l'acheter, de le lire, parce que c'est vraiment une belle expérience de lecture. Merci à Ismaël et à vous tous qui ont eu l'idée de me faire venir ici. Ça me fait vraiment plaisir, spécialement, surtout pour les deux livres, pour les trois livres, mais spécialement pour celui-là qui a pour thème aussi le communisme du début à la fin, sous des aspects très différents de l'histoire du XXe siècle. Oui, je voulais dire d'abord que les mardis de l'éducation populaire, ça me plaît beaucoup parce que c'est un truc qui me tient à cœur. J'en ai parlé avec Roger il y a 2-3 semaines, sans penser que j'irais au mardi de l'éducation populaire. Et c'est un truc que, justement, dans cette famille qui est ma famille du côté de ma mère, la famille italienne, ça a toujours été très important. Dans le mouvement ouvrier, c'était très important. Et c'est un truc qu'on a un peu oublié. Et là, je vous lis dans l'introduction quelques lignes. C'était des gens travailleurs et courageux, mais aussi généreux. La plupart d'entre eux n'ont pas eu la chance d'aller plus de quelques années à l'école. Et pourtant, ils ne considéraient pas la connaissance et la culture comme un privilège réservé à des classes sociales auxquelles ils n'accéderaient jamais et qu'il convenait par conséquent de mépriser. Ils étaient au contraire fiers de ne jamais cesser de s'instruire, de toujours vouloir enrichir leurs connaissances. Ils savaient bien que c'est la culture qui élevait l'homme, qui lui donnait sa dignité et le pouvoir d'être son propre maître. Et cela tient à l'époque aussi, sans doute, parce que ça a un peu changé. Pour ça, c'est bien de faire encore de l'éducation populaire au XXIe siècle. Voilà, et c'était donc... même mon oncle Othello a créé dans les années 60, en banlieue parisienne, le club culturel populaire de l'Aïle-et-Rose, qui existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire, il a tenu, ça fait, je crois, 50 ans. Ça existe encore et c'était dans la même idée de faire ça. Voilà, et tous ces gens de cette famille, ils ont tous beaucoup écrit. Ils se sont écrits des lettres parce qu'ils ont beaucoup voyagé, mais ils ont beaucoup écrit. Ils ont pris des notes, ils ont pris des carnets. Même mon grand-père, il est à moitié illettré, il a écrit même une pièce de théâtre qui a été jouée à Moscou. Et qui a été même joué en Italie, dans sa région d'origine, dans les années 90 ou 2000, donc beaucoup plus tard. Alors, oui, la région d'origine, c'était le Frioul, c'est-à-dire tout à fait au nord-est de l'Italie, vers la frontière autrichienne, yougoslave, au nord de Venise, au pied des Dolomites. C'était une région qui, à cette époque-là, dans les années... Enfin, au début du XXe siècle, à l'époque où mon grand-père était enfant, une région où il y avait beaucoup d'émigration, comme en Bretagne. En fait, ça c'est un point commun. Les gens émigraient vers la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne,
Et après la Première Guerre mondiale, ils ont commencé à émigrer vers la France et vers les États-Unis et vers l'Argentine spécialement, où il y a énormément d'Italiens, d'anciens ouvriers italiens émigrés. Voilà. Donc tous ces papiers, tous ces documents que j'ai à la maison, ils ont tous fini chez moi. Je sais pas, toute la famille m'a donné. Je vais juste vous en montrer un. C'est un journal russe de 1935. Il est un peu en mauvais état parce qu'il est très vieux. Je l'ai apporté quand même. Vous avez le camarade Staline en personne. Hein, et c'est Moscou soir. Et là, parmi c'est les cadres qui décident de tout, a dit Staline. Et les cadres, voilà quelques cadres, y compris mon grand-père avec sa casquette ici, qui était là, avec la casquette, qui a eu la gloire d'être cité dans ce journal. Il n'était pas cadre, en fait, il était maçon, il a toujours été maçon, mais il était tellement critique à Moscou, il a tellement critiqué les méthodes de travail des Russes qu'on a fini par le nommer formateur. Parce qu'il critiquait tout le temps. Mais il ne faut pas faire tout ça, on peut faire beaucoup mieux. Il faut économiser le matériau, on a des meilleurs outils, etc. Et donc ils l'ont nommé formateur. Et pendant des années, je ne sais pas en quelle langue il formait les gens, mais avec des gestes sans doute. Bon, mais on va revenir en arrière. Je vous ai apporté aussi comme document un truc que je trouve génial. Carte d'adhérent du Parti socialiste italien 1920. En 1921, c'est devenu Parti communiste. Carte d'adhérent du Parti communiste d'Italie 1921. Ensuite, carte d'adhérent du Parti communiste suisse en 1921. Je vais vous raconter pourquoi. Et puis là, là il est arrivé en Suisse. Et là, ça change, ça passe de Suisse à Parti communiste français, qui s'appelait à l'époque Section française de l'Internationale communiste, pas SFIO mais SFIC. Et puis, ensuite, j'ai une carte d'adhérent 1923 du Parti communiste français et une carte d'adhérent 1924 du Parti communiste français, etc. Donc, c'est des documents, j'en ai plein à la maison, j'ai tous les... On se demande comment des gens qui ont autant voyagé ont pu garder tous leurs papiers. Et les emporter partout dans les valises. C'est ma grand-mère qui ne devait pas être contente, ça devait être rempli de papier au lieu d'emporter les choses importantes. Bon, mais le titre, on l'a choisi ensemble, hein, c'est Emilio Nella Etienne, 3 destins exceptionnels marqués par le communisme et les tragédies du XXe siècle. Et là, on peut mettre la photo suivante, je pense. Non, c'est pas du tout celle-là, mais ça fait rien. Ça fait rien. Ces 3 personnages, ce sont... Je ne sais pas pourquoi c'est pas la bonne. Décidément. Pourtant, c'est dans l'ordre, c'est celle d'après. C'est celle d'après? Ouais. C'est une, on voit tous les 3 devant le Bolchoï. Tant pis, laisse tomber, laisse tomber. Tu laisses celle d'après. C'est donc ces 3 personnages, Emilio, Nella et Étienne, se sont rencontrés donc à Moscou en 1934, où ils étaient tous les 3 pour des raisons assez différentes que je vais raconter. Et je vais commencer par Étienne, puisque j'ai beaucoup travaillé sur Étienne, mon père. Je les appelle par le prénom parce que j'ai besoin d'un peu de distance. Je ne vais pas vous dire, si ça m'échappe de dire papa ou maman, c'est un moment spécial, mais normalement j'essaye de dire Étienne et Nella. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur Étienne, mais c'était il y a 10 ans, donc j'ai moins en tête, donc je vais moins parler de lui que du nouveau livre. Mais je vais quand même... Tu peux mettre quand même la deuxième photo là maintenant. Celle-ci, oui, elles ne sont pas dans l'ordre. 1937, Non. 3, Étienne, la 3. Elles ne sont pas dans l'ordre. Normalement, elles sont numérotées dans l'ordre. Elles se sont mélangées. Voilà. Donc tu peux confirmer Confirmer. Oui. Enregistrer. Non. Oh, mes pauvres enfants. C'est ça la technique. Oui. Tiens, Ismaël, reviens sur la page d'accueil où tu vois les photos, les icônes, et là tu fais un clic droit, ouvrir avec, il va peut-être l'ouvrir avec le diaporama Windows par exemple, parce que Adobe c'est un programme
Voilà, donc avec visionneuse, Visionneuse de photos. Essaye. Oui. Voilà, celle-là est bien. Et après, Après, tu vois. Et voilà, mais sauf qu'elles ne sont pas dans l'ordre du tout. Mais si. Maintenant, elles sont dans l'ordre. J'ai l'impression, enfin, en tout cas, la suivante était bonne. Donc, on revient à Étienne Mana, j'étais en train d'en parler. Étienne Mana, qui était un gamin d'une famille modeste de Plouigneau. Il a eu la chance de faire des études parce qu'il était bon à l'école. Et donc, il a fait carrière, on peut dire peu à peu. Il est devenu prof, il est devenu diplomate pendant la guerre. Et il est devenu... Et son père est mort pendant la guerre. Oui, il a perdu son père en 1916. Et il était donc... Et deux petits frères, il a perdu aussi en 1917 et 1918. Donc la mère est restée toute seule avec 3 enfants, 2 garçons et une fille, dont mon père, qui était le plus jeune des 2 fils. Du coup, ils avaient des bourses. Oui, il a été boursier. Il a eu une bourse pour ses études au collège de Morlaix. C'était pas le collège, c'était le lycée de Morlaix à l'époque, etc. Et il est parti à Paris à l'âge de 15 ans et il a... Bon, je ne vais pas vous raconter toute sa vie parce qu'elle est là et il faut qu'on avance, sinon on ne va pas raconter. Mais il est devenu communiste en 1934, il s'est inscrit au Parti communiste. Il avait déjà été à Moscou en 1933 où il avait fait la connaissance du deuxième personnage qui est Emilio. Tu peux passer la suivante. Et là c'est Moscou 1933, les étrangers qui allaient là-bas avec enthousiasme, on leur faisait souvent faire des discours pour expliquer comme ça allait mal pour les ouvriers à l'ouest et pour dire du bien de leur voyage et des choses comme ça. Donc là il fait un discours dans un camp de pionniers et je crois que c'est le Télégramme qui avait sorti cette photo-là il y a 10 ans quand j'avais sorti les 2 livres. Ils avaient écrit Étienne dans un camp de prisonniers. C'était automatique, camp de pionniers, URSS, camp de prisonniers. C'est un camp de pionniers. Et à côté de lui, il y a une jeune russe qui traduit ses paroles du français en russe et avec laquelle il correspondait. Tous les amis correspondaient avec un groupe de Russes. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à Moscou. Pour résumer, Étienne, donc entré au Parti communiste en 1934, il a quitté... oui, vous aurez mieux le Il a quitté le Parti communiste au moment du pacte germano-soviétique. Ça, comme beaucoup, hein, ça a été vraiment un choc. Et surtout au moment de l'invasion. Là, on pouvait encore penser que c'était une stratégie pour sauver les meubles. Mais au moment, quand l'URSS a occupé la Pologne, ça lui a vraiment donné le dernier truc. Et à ce moment-là, il a quitté le Parti communiste, mais il est resté toujours très attiré par l'Union soviétique. Il a travaillé beaucoup avec les Russes dans son métier, dans sa... D'abord en Turquie pendant la Seconde Guerre mondiale où il était professeur au lycée de Galatasaray. Il a beaucoup travaillé avec les Russes qui étaient les alliés des Français pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il écrit à son ami Jean Métron en 1981, donc vers la fin de sa vie, il lui écrit « Enfin, j'en parlerai un jour avec toi, j'ai toujours été discret dans mon ministère réactionnaire sur mon passé. Et pour les raisons que tu devines. » Il n'a jamais dit qu'il était communiste. Il a été jusqu'à être ambassadeur de France à Pékin, et il n'a jamais dit officiellement qu'il avait été communiste. Il écrit « J'ai eu des missions importantes, mais on ne les aurait pas confiées à un suspect, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que maintenant que ma retraite est faite, je n'ai pas résolu de livrer un jour la confidence. Mais je pensais choisir moi-même le moment de révéler comment un ambassadeur de France a pu tomber si bas dans le passé. » C'est ironique, évidemment, il rigole. Hein. En fait, il ne l'a jamais fait. C'est moi, finalement, qui l'ai écrit pour la première fois officiellement qu'il était membre du Parti communiste. Il écrit ensuite « L'un des chapitres de ma vie pendant la guerre me tient à cœur, mais je l'ai tenu secret aussi jusqu'ici, en me réservant, là encore, de choisir le moment d'en parler. C'est celui de ma coopération militaire et de renseignement avec les soviétiques pendant la guerre. » Il dit « À une époque, tu le sais, il y avait déjà bien longtemps que j'étais
défrisé en matière de soviétophilie, et pourtant, c'est peut-être là le moment dont je suis le plus fier dans mon passé. Donc cette époque où il a coopéré avec les services soviétiques à Istanbul contre les Allemands. Il a toujours été soupçonné jusqu'à la fin d'être payé par le KGB, mon père. Il y en a qui n'ont jamais voulu renoncer à ce soupçon. Moi, je peux jurer qu'il ne l'était pas, parce que je connais bien mon papa. Là, je peux dire papa. Il n'aurait pas été capable de travailler pour le KGB sans que ça se voie, je pense. C'était pas du tout son genre. Bon, ensuite, tu peux prendre la photo 5. Oui, elles sont bien numérotées dans l'ordre. Oui, c'est magnifique. Et maintenant, on passe à un autre personnage qui est donc mon grand-père italien, Costante. Je l'ai rajouté à la liste d'Ismaël, Étienne, Emilio, Nella, mais aussi Costante, parce que c'est de là que tout est parti. Ce grand-père italien qui s'est battu aussi pendant la Première Guerre mondiale, comme mon grand-père breton, mais lui, il a survécu. Et la guerre, ça a été un désastre dans cette région-là. Tout a été détruit. Les Allemands et les Autrichiens ont emporté les machines des usines, les champs, le bétail était mort, il n'y avait plus rien. Et il s'est engagé, en rentrant après la guerre dans son pays, dans sa ville, il s'est engagé dans le mouvement syndical et le mouvement ouvrier. Et il a vraiment joué un rôle assez important après la guerre, en 1900. Il était conseiller municipal socialiste en 1920, et dès qu'il y a eu la scission au congrès de Livourne, au début de 1921, il est passé au Parti communiste. Et là, il est en train de haranguer la foule, il était donc un tribun, et c'est là que tout s'est déclenché. En fait, je ne peux pas vous donner tous les détails, ils sont dans le livre, hein, tout est dans le livre. Ça a commencé un certain jour de juin 1921, où il revenait d'une réunion syndicale dans la campagne, à vélo, il rentrait dans sa ville de Pordenone, et il voit venir en face de lui un camion avec plein des squadristes, on disait, des fascistes, qui étaient à l'époque, c'était pas encore le fascisme, hein, c'est 1921, Mussolini n'était pas encore au pouvoir, mais tout le pays était plein d'activistes, de fascistes qui semaient la terreur partout. Il y a eu des morts à Pordenone, et les autorités avaient tendance à ne pas dire grand-chose, à laisser faire. Et ça s'est terminé comme ça. Donc cette nuit-là, il rentre sur son vélo, il voit arriver le camion, et il voit le chef des fascistes de Pordenone, et qui lui dit « Tu montes dans le camion ». Il savait ce qu'il attendait, c'était déjà arrivé récemment à quelqu'un d'autre. Il a sorti son pistolet, parce qu'il avait un pistolet, pas de port d'armes, mais il avait un pistolet qu'il venait d'acheter, et il a tiré sur le chef des fascistes. Il a laissé tomber son vélo et il a couru et il s'est caché derrière les maisons, les buissons qu'il y avait par là. Il a réussi à s'échapper. Et après, ils ont tous tiré sur lui, évidemment, mais c'était trop tard. Ils étaient vraiment étonnés qu'il réagisse si vite, quoi. Et ça, c'est ce qui a décidé de toute la vie de cette famille, parce que tout a été bouleversé complètement, comme vous pouvez imaginer. Il s'est caché pendant 10 jours, les fascistes sont allés tout de suite dans sa maison, ma grand-mère, elle était enceinte, elle avait 2 petits-enfants, tout petits. À maman, on lui a mis le pistolet sur la tempe, hein. Les fascistes lui ont mis le pistolet sur la tempe, ils ont balancé tous les meubles par la fenêtre, etc. Et donc, 10 jours plus tard, le fameux fasciste Arturo Salvato, il est mort, et mon grand-père a été obligé de quitter l'Italie. Secrètement par le nord de l'Italie, puis il est passé en Suisse. Tu peux mettre la photo d'après. Ça, c'est la fuite, mais c'est une photo qui montre... à droite, c'est mon grand-père, et à gauche, c'est Pietro Sartor, c'est le chef des communistes de Pordenone à l'époque, qui a été obligé de fuir lui aussi. Et ils ont fui, ils ont passé par la montagne, tous les deux, d'Italie en Suisse, par-dessus la montagne. Sartor est retourné plus tard en Italie, il a été tué très peu d'années après, mais on ne sait pas si c'était un accident ou si c'était... on ne sait pas. En tout cas, mon grand-père est resté quelques mois en Suisse, puis sans papier en Suisse, il est passé en France, sans papier. Là, il y a plein de photos, 4 photos. Il est resté en France, il a fait venir sa famille en 1923, et là,
il a réussi à faire venir sa famille quand il a réussi à construire une maison qui n'est pas très luxueuse, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un bidonville construit avec des planches et des... Oui, c'était à Savigny-sur-Orge, dans le sud de Paris, une banlieue parisienne, dans le sud, avec vraiment des planches, il pleuvait à l'intérieur, etc. Il y avait des lapins, il y a toujours eu des lapins, très important pour nourrir une famille. Et puis à droite, c'est ma mère, et à gauche, c'est sa petite sœur, Gisèle, qui se souvenait à 92 ans, elle est décédée il y a 2 ans seulement, la tante Gisèle. Et le livre lui est dédié d'ailleurs, parce que pour elle, c'était vraiment important que l'histoire soit écrite. Et elle m'a dit, en voyant cette photo, elle m'a dit, c'est fou, elle dit, je me souviens du déclic de l'appareil. C'est incroyable. Et pourtant, elle est vraiment petite. Et je ne sais pas qui a pris les photos, mais en haut, il y a écrit Masuti, le nom de cette famille italienne, Masuti, écrit avec des Z, donc c'était un Français qui a écrit, et non pas quelqu'un de la famille. En tout cas. Il devrait y avoir une deuxième photo de Savigny-sur-Orge, normalement. Oui, voilà. Voilà la famille. Mon grand-père, en blanc de travail, comme pour les maçons, et puis ma grand-mère, enceinte, mais ça ne se voit pas encore. Angelo à droite. Ça faisait toujours rire les gens quand je disais, moi j'ai un oncle Angelo et un oncle Othello. Il est dans le ventre de sa mère. Et ma tante, qui est la plus petite, là, elle s'appelait Gisella, mais elle, comme elle s'est mariée avec un Français, ça a été francisé d'office, donc elle s'est appelée Gisèle. Et Nella, elle s'est mariée aussi avec un Français, mais ils n'ont pas réussi à franciser Nella, donc elle est restée Nella. Voilà. Après, il y a 2 photos qui sont juste jolies pour les souvenirs du mouvement ouvrier de l'époque, les coquelicots prolétariens du XXe. C'est une magnifique photo. Elle n'est pas dans le livre, celle-là. Elle n'est pas dans le livre. Et là, il y a toute la famille. Je ne vais pas vous montrer où ils sont, mais ils sont là aussi, tous, avec des voisins tous italiens. Et sur cette photo-là, mon grand-père, c'est le type snob en haut avec le chapeau. Le chapeau et la cigarette dans sa belle main. Ma grand-mère à sa gauche. Non, de l'autre côté, là, ma grand-mère. Nella devant sa mère, là, oui, Nella. Et puis il y a les enfants, il y a Angelo en haut avec le béret complètement enfoncé sur le front, là, oui, Angelo. Et puis Gisèle ici. Et Othello caché là derrière le journal. Voilà, donc toute la famille et une masse de monde. Ça se passait à la Villette aux Zones, c'est dans le nord de la Seine-et-Marne. C'était un orphelinat qui appartenait au Parti communiste, qui était géré par le Parti communiste, et où il y avait plein de grandes fêtes populaires, des gens fêtes de l'UMA aujourd'hui, mais en plus petit quand même, et tout le monde venait de toute la région. Et ça, il y avait énormément d'Italiens dans ce coin-là. La commune s'appelait Mitrimori, elle s'appelle encore Mitrimori, elle s'appelle toujours Mitrimori, et à l'époque on avait construit énormément de nouveaux lotissements, donc il y avait beaucoup de travail pour plein de maçons, et il est bien connu que les maçons c'était des Italiens à l'époque. Voilà. Mon grand-père, il était sans papier, toujours expulsé et re-expulsé, et il revenait. Quelquefois, les gendarmes l'expulsaient en Belgique. En général, on les expulsait en Belgique, c'était sympa, on ne les expulsait pas en Italie, parce que il était condamné à 10 ans de prison en Italie, et c'était un crime politique. Donc, on l'expulsait, tous les Italiens, on les expulsait vers la Belgique, ou le Luxembourg. Et quelquefois, il descendait du train, les gendarmes le faisaient descendre, il remontait dans le même train avec les gendarmes qui retournaient à Paris, mais dans un autre wagon, bien sûr. Une fois, il est revenu avec une barbe et une moustache. Et une fois, il est revenu avec un autre nom. Il s'appelait Eaunello, Ronchi Eaunello, le prénom n'existe pas en Italie. D'ailleurs, les fascistes ont eu beaucoup de mal à l'identifier Eaunello. Ils ont écrit Camillo dans les papiers. Il est resté Eaunello Ronchi, marié avec Madame Masuti, et qui avait 4 enfants. Donc les voisins devaient se demander qu'est-ce que c'était que cette histoire. Et puis finalement, à force d'être expulsé et tout ça, ils ont décidé, enfin lui a décidé, c'est pas les femmes qui décident, c'est les messieurs, surtout en Italie à l'époque, et ils ont décidé
de se réfugier en Union soviétique, et c'était en 1932, en février 1932, tu peux passer à la photo suivante. Ils sont partis avec 4 enfants en Union soviétique, et là, la maison ovale qu'on voit en bas, c'est là qu'ils ont habité, dans cette maison-là. Et c'est une carte postale que j'ai trouvée sur Internet. Ma tante Gisèle, quand elle a vu, quand je lui ai montré cette carte, elle a dit « C'est incroyable, mais où t'as trouvé ça ?» Une photo de sa maison. C'était incroyable. Le cinéma, cette espèce de... Ceux qui connaissent Moscou, ils connaissent peut-être le célèbre cinéma Oudarnik, qui est là à gauche. Et puis l'immense maison du gouvernement où habitait toute l'élite du gouvernement, de l'armée, tous ces gens-là habitaient dans ce... Et c'est sur une île, au milieu de Moscou, en face du Kremlin. Le Kremlin est par là-bas, les murs du Kremlin. Et ils ont habité là pendant toutes les années qu'ils sont restés en Union soviétique, c'est-à-dire de 1932 à 1937. Et on peut imaginer l'influence que ça a eu sur l'éducation des enfants, hein, qui étaient français, qui se sentaient français quand ils sont partis. Hein. Le plus petit avait 8 ans, l'aîné avait 16 ans et demi, c'était encore plus dur pour s'adapter. Mais quand on a déjà vécu dans 2 cultures différentes, ou quand on vit entre 2 cultures, c'est pas difficile d'en découvrir une troisième et de parler la langue assez vite. La preuve, Angelo, qui avait 16 ans et demi quand il est arrivé, quelques mois après, il est entré à l'université du cinéma, là, le célèbre institut du cinéma de Moscou, sans problème. Et les petits allaient à l'école, maman une formation de technicienne radio, ou un truc comme ça. Donc ils ont tous fait des études, et ils se sont très bien adaptés. Je vous lis quelques lignes. Mais la maison qui est en bas, il y avait plusieurs là en bas appartements, oui, il y avait plusieurs appartements. Où ça, la maison? Oui, oui, il y avait plusieurs appartements. Ouais. La maison ovale, tu veux dire? Oui, oui. Il y avait, oui, oui, c'était plusieurs logements. C'était des Russes qui habitaient là. Il y avait un autre Italien, il y avait un Autrichien, et eux. Et ils avaient beaucoup de chance parce qu'ils avaient, je crois, 20 mètres carrés pour 5, ce qui était beaucoup à l'époque pour une famille. Oui, alors donc à part la langue, les enfants apprennent encore bien d'autres choses dans ce monde nouveau et dans leurs écoles respectives. La formation militaire et le secourisme font partie du programme. Gisèle est la meilleure de sa classe pour le lancer de grenades, et Othello apprend à démonter et remonter un pistolet mitrailleur en un temps record. Le petit dernier n'avait que 8 ans lorsqu'il est entré à l'école russe. Il a certainement été le plus malléable pour adopter un certain nombre de valeurs et d'idéaux héroïques qui ont dû contribuer à former son caractère. Je dirais même déformer son caractère, parce qu'il était tellement... Il aimait les bruits de bottes, disons. Il aimait les bruits de bottes. Alors, quelquefois, c'était des bottes communistes, et quelquefois, ça pouvait être des bottes fascistes. Il était un peu troublé. Je crois qu'il a voté aussi souvent communiste que Front National. Il est mort depuis longtemps. Mais c'était un brave homme, mais il était... on imagine une éducation comme ça. Et il est retourné en France, donc à 14 ans. Ça l'a complètement bouleversé. Et dans ma famille, les gens, on a toujours chanté en russe. Hein. C'était, il faut imaginer, les enfants s'écrivaient, ils se parlaient entre eux en français, mais dans les lettres, je vois qu'ils s'envoient, ils écrivent en russe ou en italien ou en français, selon le jour, donc c'était vraiment complètement mélangé. On chantait en russe, on chantait en italien, on chantait en français. Les Italiens chantent toujours beaucoup. Voilà, et maintenant, avant de parler de Nella, je vais présenter rapidement Emilio. Il y a une photo d'Emilio, je crois. Oui, voilà, Emilio, c'est le troisième, là. Avec un ami russe à gauche, Sacha, chez qui il habite. Il lui a donné l'hospitalité, parce qu'Emilio est arrivé à Moscou. Il avait quitté l'Italie aussi en 1922, il avait fui... non, pardon, en 1932, bien sûr. Il avait fui l'Italie fasciste, il était surveillé par la police fasciste, et il est arrivé à Bruxelles, où il a travaillé, puis il n'avait plus de papier à Bruxelles, donc il s'agissait de se sauver quelque part, et il s'est dit, je tente le coup d'aller à Moscou pour les fêtes du 1er mai 1933, et sur place, d'essayer d'obtenir des papiers pour pouvoir suivre les cours de l'école léniniste, ce qui lui aurait permis après de retourner en Italie pour combattre le fascisme.
Mais quand on arrive là-bas, d'abord le premier truc qu'on fait, c'est qu'on dépose son passeport, on perd son passeport. Donc il est arrivé, il n'avait pas le statut de réfugié politique, il n'avait donc aucun droit, il n'avait même pas droit aux cartes de pain, etc. Et là, c'est les Italiens qui n'ont pas été sympas, les communistes italiens qui n'ont pas été sympas avec lui et qui ne l'ont vraiment pas aidé. Ce qui fait qu'au bout de quelques temps, idéaliste comme il était, il a commencé il a eu beaucoup de mal à survivre d'abord, et puis il a commencé à critiquer la façon dont les Italiens le recevaient à haute voix. Or, là-bas, il ne faut pas trop critiquer, même quand on est entre Italiens. Et il finira par décider de quitter l'URSS parce qu'il ne voit pas de solution pour lui dans ce pays. Et pour faire ça, il se rend à l'ambassade d'Italie, fasciste, c'est le seul moyen, puisqu'on ne veut pas lui rendre son passeport. Donc il se rend à l'ambassade d'Italie fasciste, et ça, c'est mortel. C'est-à-dire, il y a des espions en face de l'ambassade qui voient très bien qui entre dans l'ambassade fasciste, et il y a tout de suite le soupçon qu'on est un traître. On en reparlera tout à l'heure, parce que mon grand-père a été aussi obligé de passer par l'ambassade. Il est arrêté, photo numéro 13, voilà, ça c'est en russe, mais ça fait rien, je vous raconte un peu ce qu'il y a dessus. En gros, c'est l'ordre d'arrestation, en haut il y a écrit NKVD, là, Narodny Commissariat Ukrainien, donc ça veut dire NKVD, ordre d'arrestation, numéro tant, le 2 janvier 1935, arrestation de Emilio Guarnaschelli et son adresse en bas. Et il est condamné, d'abord il reste 3 mois au secret, et il est condamné, première condamnation, en 1935, à 3 ans de relégation dans le Grand Nord de la Russie. Là j'ai marqué voir page 4. Non, après. Voilà, et maintenant on va passer à Nella, mais tout le reste ça remélange tout le monde, puisqu'on va voir réapparaître bien sûr Emilio, Nella, Étienne et mon grand-père. Donc la photo suivante, c'est Nella. Nella, donc la fille aînée de ce grand-père, elle est tombée amoureuse d'Emilio. Elle n'a pas eu du succès tout de suite, il ne la regardait même pas. Alors elle tournait autour, elle essayait d'être sur son chemin. Non, il la voyait, il disait bonjour poliment et tout ça, mais il ne la voyait pas. Et il a fallu presque un an pour que d'un seul coup, il la voie. Et il est tombé follement amoureux, évidemment. Là, il y a une jolie scène, le premier baiser. Je ne sais pas si j'ai noté le premier baiser. C'est dans... Ah oui, c'est ça. Il faudra plus de 8 mois avant qu'il n'ouvre véritablement les yeux sur ce petit bout de femme. Leur premier baiser, ils l'échangent derrière le club des immigrés, dans le jardin. Et Nella, elle a 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans. Nella, petite fille innocente, s'empresse aussitôt de recracher sa salive, parce que c'est comme ça qu'on fait les bébés, évidemment. Voilà, donc... Voilà, et quand Emilio a été arrêté, elle l'a cherché dans toutes les prisons de Moscou pendant 3 mois. Elle a commencé sa vie courageuse qu'elle mènera jusqu'à son dernier jour. Elle l'a cherché partout. Elle est allée au célèbre hôtel Luxe où habitait Togliatti, le chef du Parti communiste italien. Tout le Parti communiste italien était en exil, hein, puisqu'il n'y avait plus de Parti communiste en Italie, forcément. Et donc Togliatti vivait à l'hôtel Luxe, chambre 110, je peux vous le dire, aujourd'hui on a le droit de le dire, à l'époque c'était interdit de le dire. Il s'appelait Ercoli, d'ailleurs, Hercule. Et elle va le voir, pour lui apporter une lettre qu'elle a écrite elle-même pour défendre Emilio et les droits d'Emilio et tout ça. Il l'écoute jusqu'au bout, il la félicite pour son courage et puis lui dit au revoir et c'est tout. Donc ça n'a servi à rien. Et donc, au bout de 3 mois, elle apprend enfin dans quelle prison est Emilio, elle a le droit de le voir. Il est condamné donc à 3 ans de relégation dans le nord de la Russie. Souvent on dit en Sibérie, non, c'est pas en Sibérie encore, il ira après. C'est l'étape suivante, là pour l'instant, seulement dans le nord de Moscou, à 1000, je ne sais plus combien, je
24 heures de train au nord de Moscou. Mais au-delà du cercle polaire. Pas, non, pas au-delà, presque juste un peu avant le cercle polaire. Juste un peu avant. 100 km au sud du cercle polaire, mais c'est très très loin dans le nord quand même. Et là, le voyage de Nella, c'est une chose, pour moi, c'est un des trucs les plus extraordinaires que j'ai jamais entendu. La manière dont cette petite fille de 16 ans et demi, je dis petite fille, parce qu'à 16 ans, on est vraiment à peine un adulte, hein, et comment, dans ce pays qu'elle connaissait que depuis 2-3 ans, comment elle est partie, alors que son père était contre, son père l'a menacée, elle est partie quand même, elle a vendu la veste de son tailleur, elle a été obligée d'acheter 2 billets, parce que comme d'habitude, elle était toujours en retard. J'ai connu maman toujours en retard, et là aussi, elle a raté son train, et elle a été obligée de vendre une veste de tailleur pour racheter un billet, et elle est partie. Elle a traversé toute cette immense Russie jusqu'à le port sur la mer Blanche, le port de Arkhangelsk. Ça, c'est au printemps 1935. Ensuite, arrivée à Arkhangelsk, le bateau était parti, puisqu'elle avait raté le train. Donc, elle a été obligée d'attendre. Elle a passé des jours, elle a mis en fait 8 jours, du 13 au 21 juin, toute seule, à 16 ans, en dormant sur des quais, après, au milieu de la forêt, dans un petit port où elle changeait de bateau, etc. C'est absolument inouï comment elle a pu faire une chose pareille. Et elle rejoint enfin Emilio dans son exil à Pinega. Alors, oui, tu peux mettre la suivante. De Pinega, il n'y a évidemment pas de photos, parce qu'ils n'avaient pas d'appareil photo, c'est vraiment la misère noire. Mais Nella, elle dessinait bien, et elle a donc fait un dessin où on voit des maisons de Pinega, des isbas, on voit en bas Emilio avec la scie, il vient de couper du bois, et Nella est à côté de lui, puis il y a leur chien qui est à côté, qui joue un rôle important dans l'histoire, plus loin. Et puis des loups, il y a des loups, il y a des ours, c'est vraiment... c'est un endroit très, très... La vie est extrêmement dure. Je voulais lire un truc. Oui, quand l'hiver arrive, il n'y a plus de liaison par bateau, donc il n'y a plus de courrier, il n'y a plus rien, on est complètement isolé, il faut attendre que ce soit gelé, et après on peut passer avec les traîneaux. Et puis au printemps, de nouveau, on est coupé du monde pendant la débâcle, quand les fleuves se dégèlent, avant de pouvoir de nouveau faire venir le bateau et de circuler. Oui, donc il y a un froid épouvantable, il n'y a rien à manger, l'hiver est terrible. Et Emilio écrit à son frère, il envoie des lettres, Emilio, il n'arrête pas d'écrire à son frère. Mario, qui habite à Turin, en Italie, et ce qui est extraordinaire, c'est que ces lettres qui passent d'Italie fasciste en URSS, elles sont lues par les deux censures, et la plupart du temps, elles sont quand même renvoyées. C'est-à-dire, on voit qu'elles ont été ouvertes, et aussi bien les Russes que les Italiens. C'est même amusant parce que j'ai tous les documents qui concernent Emilio dans les archives d'État de Rome. On a tous les documents, j'ai à la maison tous les documents recopiés par les policiers fascistes, les lettres d'Emilio, des lettres de mon père, des lettres de ma mère, j'ai tout retrouvé, soit recopié à la main, parce qu'il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque, soit l'original, des lettres qui n'ont pas été retransmises. Quand elles étaient trop politiques, ils les gardaient, etc. Et surtout, ils surveillaient terriblement les gens dans les deux pays. Et donc, Emilio écrit à son frère: au plus dur de l'hiver, après avoir rendu comestibles les choses les plus improbables, n'ayant souvent rien à se mettre sous la dent pendant... Non, c'est pas lui qui écrit, c'est moi. N'ayant souvent rien à se mettre sous la dent pendant des jours et des jours, les deux jeunes gens restent couchés, sans force, ingurgitant seulement une quantité invraisemblable de verres d'eau chaude. 18 verres pour Nella, 24 verres pour lui le 27 février 1936. Et là, c'est Emilio qui parle, par contre. Du 16 mars au 23, c'est-à-dire 8 jours, nous avons disposé de 200 grammes de millet,
des déchets mouillés de savon et 100 grammes de pain noir que nous avions fait sécher durant le mois de janvier. À part cela, rien. Du 24 au 26 mars, 3 jours entiers, pas un gramme de nourriture n'est passé par notre bouche. Hier, 27 mars, j'ai eu la possibilité de faire bouillir un demi-bol de poudre d'avoine, mélange qui n'a servi qu'à faire grandir l'aiguillon de la faim. Aujourd'hui, encore rien, et demain peut-être comme aujourd'hui. Donc c'est vraiment la faim la plus inouïe qu'on puisse imaginer, comment des gens peuvent survivre. Et ils pensent qu'ils vont mourir. Et heureusement, le frère Mario d'Italie, il envoie des colis, qui sont quelquefois renvoyés d'ailleurs. Hein. Quand c'est des colis de nourriture, on ne les renvoie pas nécessaires. Il envoie de l'argent grâce auquel on peut acheter dans un magasin spécial à Archangelsk, acheter des produits de base, etc. Et Nella, elle est heureuse. C'est du moins ce qu'elle racontera plus tard. Elle est heureuse. Elle se plaint jamais. Elle est heureuse d'être avec son... Elle a 17 ans, ils se sont mariés, hein, presque tout de suite après son arrivée. Ils se sont mariés devant la GPU, ou le NKVD, ça s'appelait déjà le NKVD, je crois. Ben oui, puisqu'on l'a vu. Et elle est heureuse d'être avec son amoureux. Au lieu d'être avec ses parents qui la disputent et qui l'empêchent de le voir, elle vit avec lui, donc c'est le bonheur. Et une fois seulement, Emilio raconte qu'elle s'est serrée contre lui en pleurant de faim. Mais sinon, elle oubliera plus tard toutes ses souffrances, elle dira « je m'en souviens pas, je me souviens que du bonheur ». C'est, quand on a 17 ans, hein, c'est vraiment exceptionnel. Bon, et puis... Pardon? Vivre d'amour et d'eau chaude. Oui, vivre d'amour et d'eau chaude. C'est vraiment ça. Et il y a un autre truc qui est terrible pour Emilio, c'est que son frère, Mario, qui est communiste en Italie, dans l'Italie fasciste, pour lui, l'URSS, c'est le seul espoir de survie. Qu'un jour, ils arriveront à avoir le même système en Italie, que le fascisme va se terminer. Donc pour lui, c'est un véritable phare. Et il ne peut pas imaginer pourquoi Emilio est arrêté. Il faut croire que Emilio a fait des bêtises. Il faut croire il faut qu'il demande pardon, il faut qu'il revienne en arrière. On ne peut pas imaginer qu'il y a eu des arrestations comme ça à l'époque. Et Mario, il lui faudra longtemps avant de pouvoir croire. Et ça, Emilio, il en souffre terriblement. Ça, c'est dans le livre Une petite pierre. Ça, c'est un autre livre qui est là-bas aussi sur la table, qui est les lettres originales, toutes les lettres envoyées par Emilio à son frère Mario en Italie. De Moscou d'abord, et ensuite de Pinega. Et beaucoup de ces lettres donc, sont aux archives de Rome. Et par exemple, Emilio, il écrit « J'ai passé 11 mai 1935, de Pinega, hein, j'ai passé des nuits sans sommeil, les mains dans les cheveux, à me demander moi-même si ce que je voyais était la réalité. Et maintenant, je vois chaque jour davantage que je ne me suis pas trompé. » Il essaye d'expliquer à son frère, mais il dit « Mais je suis naïf, je veux t'écrire comme s'il était possible d'expliquer par lettre une telle question. Pour ça, il faudra patienter. » Il lui dit toujours « Je t'expliquerai quand on se reverra. Je t'expliquerai. Là, je ne peux pas te le dire. En plus, il se met dans un danger terrible d'écrire des choses pareilles. Il sait évidemment que les lettres sont lues. Une autre fois, il lui écrit son frère Mario lui a dit « Quoi qu'il arrive, l'URSS pour nous doit être un phare. » Et Emilio y répond « Quoi qu'il arrive, même s'il existe la terreur, même si de ses propres yeux on voit les gens mourir de faim, même si l'on a devant ses propres yeux les scènes les plus déchirantes de la misère, même si on travaille comme des buffles pour un morceau de pain noir tandis que d'autres crèvent d'indigestion, nous devrions maintenir ce pays comme un phare. Mais cela signifierait être réactionnaire, trahir les intérêts du prolétariat. Pour ne pas détromper les masses, on devrait alors les tromper, trahir. Et plus loin, il dit, est-ce donc là le phare que vous voulez? Mais ce phare est le flambeau du pirate qui veut obliger au naufrage les bâtiments en proie à la fureur des ondes. Au lieu de leur porter le salut, il les dirige vers la mort. C'est terrible d'écrire des choses pareilles quand on est soi-même puni pour avoir critiqué le régime, etc. Et il l'a écrit comme ça. Ouais.
Et plus loin, il dit, Mario, crois-tu que je ne comprends pas ce que tu souffres? Tu crois que je ne sais pas que dans ton cerveau, il n'y a plus de place pour penser, méditer, désespérer? Je sais cela. Je le sais parce que moi aussi, enfermé dans ma cellule, j'ai versé des larmes de douleur en pensant que s'écroulait tout un idéal. Mais que dis-je? La foi dans l'idéal ne croule jamais. Et ça, c'est très important parce qu'il était critique vis-à-vis du système, mais il est resté communiste de cœur. Il savait, c'est eux qui se sont trompés, c'est pas lui. Donc il avait... bon, en tout cas, après 3 ans, 1 an et demi de misère et de pauvreté et tout, il faut que je me dépêche. Je sais plus où j'en suis. Après, donc, 1 an et demi, en juin 1936, Emilio est de nouveau arrêté à Binega. Et Nella vend vite tout ce qu'ils ont, elle part avec lui sur le bateau qui retourne vers Archangelsk, et ils ne savent pas si c'est la libération ou si c'est une nouvelle condamnation. En fait, elle l'apprendra en arrivant à Archangelsk, c'est une nouvelle condamnation. Il vient d'être condamné à 5 ans, et cette fois c'est en Sibérie, au Goulag, et dans les mines de la Kolyma, c'est-à-dire parmi les pires choses qui existaient à l'époque. C'était les débuts de la Grande Terreur. Nella rentre à Moscou et elle sort du RSS parce que Emilio lui a dit si je suis arrêté, tu quittes l'Union soviétique et tu vas dans ma famille à Turin. C'est ce qu'elle a fait, obéissante, mais elle ne s'est pas du tout entendue avec la famille italienne de... Tu peux mettre la photo 16. Voilà, ça c'est le petit carnet, il est tout petit, on ne se rend pas compte là, mais il est tout petit ce carnet, il est écrit tout petit, et si vous voyez, c'est écrit en italien en haut à gauche, puis en français, en russe en bas à droite, enfin 3 langues partout, ses propres notes, elles sont dans les 3 langues aussi. Donc on voit vraiment ce qu'ils avaient dans la tête ces jeunes-là, hein, un mélange de culture et de langue et tout ça. Et elle est très malheureuse à Turin, elle travaille au début... à coller sur des tampons, coller des trucs en caoutchouc là, pour faire des tampons, et après elle quitte la famille, elle ne s'entend pas du tout avec la famille d'Emilio, elle les quitte, et elle va comme femme de ménage dans des hôtels, et elle travaille comme femme de ménage. Là, elle aura des nouvelles d'Emilio, 3 lettres de Sibérie, un télégramme et 3 lettres de Sibérie, et il lui dit: ne travaille pas comme femme de ménage dans un hôtel, c'est pas bien, retourne chez ta belle-sœur, apprendre la couture, etc. Bon, Emilio n'est pas content, mais Nella, c'est une femme libre maintenant déjà. Pendant ce temps-là, on retourne à Moscou. Pendant ce temps-là, mon grand-père Kostank, avec sa femme et ses 3 autres enfants, il essaye de quitter l'Union soviétique. Et c'est pas facile du tout, c'est très dangereux. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, on se pose beaucoup la question. Avec Jean-René, on n'a toujours pas trouvé la solution. Il est obligé de se rendre à l'ambassade d'Italie fasciste, mais c'est le Parti communiste italien qui l'envoie. Il demande d'aller se battre en Espagne. Comme beaucoup, ça a été le truc pour quitter l'Union soviétique. Il fallait dire qu'on allait se battre en Espagne. Après, on y allait ou on n'y allait pas, mais en tout cas, on pouvait sortir. Et il espérait qu'on lui donnerait des papiers pour aller se battre en Espagne et pour sortir de l'Union soviétique. Ils ont refusé, donc il s'est rendu à l'ambassade fasciste. Il est allé 12 fois à l'ambassade avant qu'on lui donne un passeport. Alors ils ont donné un passeport tout de suite à sa femme, à ses petits-enfants, à l'aîné, Angelo. Ils ont eu presque tout de suite tous un passeport, mais pas lui. On essayait de lui faire raconter des choses, etc. Et finalement, alors c'est là qu'il y a un vrai mystère, mais j'ai rien trouvé de louche, en tout cas. Il a réussi, les mots je les ai relus, parce que c'est un truc, attends, je vais faire ça. Il écrit au parti, le bureau des étrangers, donc un organisme soviétique, m'a suggéré de partir avec le simple certificat de nationalité sur lesquels ils m'ont aujourd'hui apposé le visa de sortie vers l'étranger. Ce qui fait que ces jours-ci, conformément aux prescriptions, je devrais quitter la Russie dans le but précis de rejoindre le front d'Espagne. Donc c'est comme ça, et effectivement il a réussi
à sortir avec ce... En quelle année, en 1937. Donc vraiment à une époque où ils étaient déjà tous arrêtés. Énormément de gens étaient arrêtés parmi les Italiens. En fait, on connaît 13 ou 14 personnes qui ont réussi à sortir. Et lui, il a réussi à sortir avec tous ses enfants. Et lui, il était louche même. Il y en a un autre qui s'appelle Trovatelli, dont j'ai lu un peu les trucs ces jours-ci. Il était encore plus louche que mon grand-père et ils l'ont laissé sortir aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il a été exclu du parti communiste d'Italie, je suppose, et chassé de l'Union soviétique en pleine terreur. Voilà. Bon, on revient à Nella. Nella à Turin. Non, ça c'était celle d'avant. Ça c'est juste avant de quitter l'Union soviétique. Vous voyez qu'ils ont grandi, les enfants. Mon grand-père à gauche, ma grand-mère la troisième à partir de la gauche, Angelo le grand, Gisèle, 16 ans, et le petit Othello. Maintenant, voilà, on revient à Nella. Nella, elle est donc très malheureuse à Turin. Elle a gardé le contact avec Étienne, qu'elle avait donc connu comme ami d'Emilio à Moscou. Et Étienne vient même la voir en 1937 à Turin. Il passe 3-4 jours à Turin, il prolonge 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis après il faut qu'il rentre parce qu'il est prof en région parisienne. Donc il est obligé de rentrer. Pour Nella, c'est son seul ami. En plus, il est membre du Parti communiste, il peut peut-être agir auprès de Thorez pour essayer d'obtenir la libération d'Emilio. On espère 1937, c'est l'anniversaire de la révolution d'octobre, donc il y a énormément d'espoir que cette année-là, il y aura une amnistie ou quelque chose comme ça. Donc Étienne aide Nella à revenir en France, dans sa famille, qui entre-temps est arrivée aussi, en mai 37, et Nella en novembre 37. Ils sont tous réunis en région parisienne, à la Île-et-Rose. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est qu'ils luttent l'un et l'autre pour ne pas tomber amoureux l'un de l'autre. Étienne, il se dit, c'est la femme de mon ami qui est en train de crever en URSS, je vais pas. Et elle, pareil, mais ils ont besoin l'un de l'autre, ils ne peuvent pas s'empêcher, ils finissent par tomber dans les bras l'un de l'autre. Et ça, c'est 1938, en haut du pont du Gard, tous les deux. Ils sont partis à vélo de Paris jusqu'à Cassis, près de Marseille. Et c'est le début de leurs amours, on peut dire. Alors que, je peux vous le dire tout de suite, c'est pendant ce voyage-là que Emilio va être condamné une 3e fois. Mais ça, on verra après. Et Nella s'en est terriblement voulu. Toujours, terriblement voulu. C'est comme ça. Moi, je lui disais, elle avait 18 ans. Hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. Elle était toute seule, elle était malheureuse, et elle avait 18 ans. Bon. Alors, on va résumer un peu la suite. Les amours avec Étienne, très beau au début, tu peux avancer. Ça, c'est le permis de séjour qu'il faut prolonger tous les 15 jours ou tous les mois. On n'a même pas l'argent pour prendre le métro pour aller jusqu'à la préfecture et on te fait un tampon tous les mois ou tous les trucs. Et le dernier truc, il est en haut à droite, c'est difficile à lire, mais il y a écrit « Dernier délai pour quitter la France ». 1939. Ouais, 1939. Dernier délai pour quitter la France. Donc, Étienne lui demande de la rejoindre. Étienne est parti pour Istanbul. Il a été nommé prof au lycée de Galatasaray, j'ai oublié de le dire, en 1938, à la rentrée de 1938. Et il veut que Nella le rejoigne. Et Nella, elle hésite. J'ai vu le coup. Je ne peux pas fermer la fenêtre, comment ça peut. Merci. Donc elle hésite à le rejoindre. Elle va une dernière fois à l'ambassade soviétique à Paris pour demander si elle peut rejoindre Emilio en Sibérie. On lui dit non, pas question, oubliez-le, refaites votre vie. Maintenant Emilio est soviétique, il est russe, donc de toute façon il ne reviendra jamais. Parce qu'on lui a pris son passeport, c'était obligatoire de prendre la nationalité russe au bout d'un certain temps quand on n'avait plus de papier.
Donc ils ont joué là-dessus et ils lui ont dit refais ta vie. Alors elle est allée rejoindre Étienne et c'est la photo d'après, c'est le premier jour de leur vie commune. C'est à Istanbul, sur une magnifique terrasse. Étienne a loué extrait un petit appartement au-dessus du Bosphore avec une vue sur la Corne d'Or, sur Sainte-Sophie et tout ça, et les îles des Princes au loin, etc. Magnifique. Et c'est le premier jour, elle débarque du train. Et vous remarquez qu'il y a des artichauts. Et je ne peux pas demander ni à mon père ni à ma mère si c'était des artichauts turcs ou si elle a apporté des artichauts bretons. Il y en a en Turquie. Il y en a en Turquie. Ouais. Alors ça doit être tout simplement des artichauts turcs. Je suis déçue. J'aurais bien voulu qu'elle lui apporte des artichauts à son breton. Ouais. Voilà. Donc c'est le premier jour de leur vie commune. En 1942, mon père travaille pour la France libre à Istanbul. Il a des missions spéciales, clandestines, on fait couler les bateaux allemands dans la mer Noire, etc. Il travaille avec les soviétiques pour ce travail-là, comme on l'a vu tout à l'heure, et il en profite pour demander aux Russes si on peut lui dire ce qu'est devenu Emilio, puisqu'ils ont des si bonnes relations. Alors au bout de quelques semaines, on leur envoie un certificat de décès d'Emilio, qui est faux, je ne l'ai pas photocopié. Tout est faux, il y a écrit qu'Emilio, et moi je sais qu'il est faux, mais à l'époque on ne savait pas, que Emilio est mort en 1939 d'une péritonite à l'hôpital de Kazan. Bon. Étienne raconte que Nella, en regardant le certificat de décès, elle regarde et elle dit « et si c'était vrai ?» Au lieu de dire le contraire. Hein. En tout cas, ça leur permet de se marier. Et en 1943, donc, ils vont se marier tous les deux. Et après, c'est un couple qui ne pouvait pas marcher pour diverses raisons. Ils sont quand même restés ensemble 27 ans. Hein. Étienne, page 124, une phrase que je trouve épouvantable. En attendant Nella, en espérant qu'elle vienne le rejoindre, je l'ai mise aussi dans l'autre livre, il écrit « Il se fait, le 14 mars 1939, il se fait ce redoutable résumé de l'avenir tel qu'il le conçoit avec sa jeune italienne. » Voilà, c'est mon père qui écrit. « Elle se logerait intimement dans ma solitude sans la rompre. Elle serait bonne pour ma tête et pour les heures où je suis sociable. Elle aiderait mon travail, mon roman, parce qu'il écrivait des romans. Voilà, donc c'est la pauvre Nella, voilà la vision qu'il avait d'une compagne. Et Nella, elle le rejoint donc quand même, mais chaque fois que ça ne va pas bien avec Étienne, elle rêve d'Emilio. Chaque fois qu'ils se disputent, chaque fois que dans la nuit, elle rêve d'Emilio, et c'est toujours des rêves épouvantables, où il est mort, il est gluant, il est pendu, c'est toujours des rêves épouvantables. Et chaque fois qu'elle est malheureuse avec Étienne, elle se reproche d'avoir trahi Emilio. Alors c'est Nella qui parle. Dois-je encore l'aimer? Dois-je le détester? C'est plutôt moi-même que je déteste. Pourquoi ne suis-je pas restée fidèle à Emilio? Je suis une lâche et une hypocrite. Mais tout autant, elle se sent déloyale vis-à-vis d'Étienne, auquel elle s'est donnée sans pouvoir lui accorder l'amour absolu auquel il aurait droit, puisqu'elle est sa femme. Elle essaye en vain de lui faire espérer qu'avec le temps, elle se sentira certainement plus sûre d'elle. Il lui répond qu'il n'est pas sûr d'être encore le même alors, de n'avoir pas choisi de vivre sa vie autrement que dans cette incertitude. Donc un ménage qui démarre tout de suite avec... pourtant il y a des moments de bonheur entre deux, de tendresse, d'amour, et ça a été vraiment une histoire d'amour. Mais la base sur laquelle il partait, on attendait toujours Emilio. Hein. On l'attendait, on ne savait pas s'il était vivant ou mort, et on ne savait pas si elle l'aimait encore, ou si elle... Voilà, donc ça c'était terrible. Après, tu peux avancer. Donc après la Turquie, après la Seconde Guerre mondiale, Étienne est entré dans la diplomatie, puisqu'on avait besoin de diplomates qui n'ont pas été compromis avec Vichy. Il n'y en avait pas des masses. Donc il a été nommé en Tchécoslovaquie, à Prague d'abord, puis à Bratislava. Et voilà une photo, j'ai mis une seule photo de toute la famille à Bratislava. Mon père, ma mère et les 3 enfants, Hervé à gauche, moi à droite, dans l'ordre, hein.
Hervé est né à Istanbul, moi je suis née à Bratislava, et en haut, sur les épaules de mon père, Claude, le petit Claude, entre-temps il a 71 ans, né, c'est le plus jeune, né à Bratislava aussi. C'est tout pour la Tchécoslovaquie, je ne vous raconte pas, sauf que Étienne s'éloigne de plus en plus. Étienne fait carrière, il fréquente d'autres personnes, en plus il est de plus en plus, comment on peut dire, infidèle. Je cherchais un autre mot plus marrant, mais... Coureur. Coureur, oui, voilà, dragueur, coureur, il ne peut pas s'en empêcher. Il faut qu'il plaise et il trompe sa femme, qui est tellement naïve et innocente qu'elle s'en aperçoit très tard. Très tard. Et tu peux mettre la photo 21, je ne sais pas ce qu'il y a dessus, mais c'est en France. Voilà. Ça, c'est, je dis, maman au sommet de sa gloire, quand mon père a fait carrière. Elle est obligée, évidemment, de l'accompagner, de se faire belle pour aller dans les réceptions. Là, je ne sais pas quel âge elle a. Elle doit avoir 35 ans peut-être, 35, 38 ans. J'ai pas de date pour cette photo-là. C'est une photo qui a été faite par son frère Angelo, qui a ouvert un studio de photographie. La robe, elle se l'est faite elle-même, comme toutes ses robes. Ça l'a fait beaucoup souffrir parce qu'elle ne s'est pas fait des milliers de robes, et les dames dans les réceptions, le Quai d'Orsay c'est très chic, hein, en général c'est des monsieur de et des madame de, et les dames elles avaient chaque fois une nouvelle robe de chez Dior ou comme ça, et maman elle avait la robe qu'elle venait de se coudre, et les dames elles disaient « Oh j'adore votre robe, chaque fois que je la vois, je dis c'est la... » Vraiment. Elle a assez souffert, elle a détesté ça. Le milieu des diplomates, elle a vraiment détesté ça. Mais elle était obligée de suivre. Hein. Elle faisait son devoir, elle l'a fait pendant longtemps. Hein. Bon, je sais que c'est un truc que plusieurs personnes m'ont dit, qui ont déjà lu le livre. Je sais que Étienne, il a vraiment le mauvais rôle dans ce livre-là. J'ai essayé de le rattraper, de lui trouver des excuses. Il faut lire aussi, il était compliqué, mon père. Et j'ai essayé de lui trouver des excuses, je vais même vous en lire quelques-unes parce que je ne veux pas... Moi j'ai aimé les deux, hein, mais il n'y a aucun doute que Étienne avait des torts que Nella n'a jamais eu. Elle a été, je crois, une bonne épouse, elle s'est sacrifiée toujours. Je vous lis ça. Nella avait cru pouvoir trouver en lui cette force dont elle pensait avoir tant besoin. Mais la force d'Étienne ne suffisait pas pour deux. Contrairement à Nella, qui ne savait que donner, je pense qu'il était plutôt de ceux qui utilisent leurs semblables comme matériaux pour enrichir leur propre existence. Il lui semblait légitime de consacrer toute son énergie à son propre bonheur, et cela d'autant plus qu'il n'était pas né pour le bonheur. Et après, plus loin, je dis, Étienne était un rêveur et un romantique qui n'a jamais pu se résoudre à supporter une vie sans passion. Il lui fallait toujours des passions, donc des passions nouvelles. Donc une épouse qui a 3 enfants et qui est déjà là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça ne peut pas être une nouvelle passion, il lui faut autre chose à côté. C'est pas une excuse, mais c'est comme ça. C'était comme ça. Donc il faut pardonner un peu à mon pauvre père. Que j'ai dit, j'ai pas été gentil avec lui dans ce livre-là. Il y a prescription. Il y a prescription. Hein. Alors, on arrive à la dernière étape. En 1965, Nella met Étienne à la porte. 3 jours après, elle regrette quand même, mais trop tard, entre-temps, elle lui avait proposé au moins plusieurs fois. Dans ce livre, il y a au moins 2 autres moments où elle lui a proposé de reprendre sa liberté et où il ne l'a pas fait. Et cette fois-là, elle le met à la porte et il accepte parce qu'il a une maîtresse importante qui l'embête depuis au moins 1 an pour qu'il divorce. Donc c'est le moment où il a quelqu'un, il sait qu'il ne va pas se retrouver tout seul. Et donc voilà, cette fois, le divorce en 1967, c'est des choses qui arrivent. Et les enfants sont grands entre-temps, hein, presque adultes. Nella est libre. Et elle va se retrouver, la Nella, d'autres fois. C'est en 1968, elle se rend compte qu'elle est libre et qu'elle a maintenant le droit de penser à Emilio sans sacrifier personne.
alors qu'elle essayait d'étouffer ça. Elle se disait, c'est pas honnête, je suis mariée à Étienne, je n'ai pas le droit de penser à Émilie. Maintenant, elle a de nouveau le droit. Elle comprend aussi ce qu'elle a gagné à se séparer d'Étienne. Désormais, elle sera la veuve d'Emilio et non plus l'épouse divorcée de M. Manac. Et elle écrit elle-même dans son journal, « Mon Dieu, comme j'ai vécu entravée toutes ces années. Change ton caractère, change ta façon de vivre, ta façon de parler, de te tenir. Abandonne tes parents et tes amis pour moi, et moi seule. Et j'ai tout changé, tout abandonné. La seule chose précieuse que je ne regrette pas, ce sont les enfants. Je les aime tant. Et je me retrouve aujourd'hui seule avec eux et avec mes souvenirs libres. » Voilà, elle écrit ça. C'est vraiment une révolution. Et là, elle sort de l'ombre. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, parce que là, chez Scolvres, c'est Jean-Luc qui n'est pas là, mais le graphiste qui a eu l'idée de mettre Nella dans l'ombre derrière. Et c'est vrai que dans les deux livres, on voit déjà Nella, elle est déjà présente, mais dans le journal d'Étienne. Et là, il l'a mise, normalement sur la photo, ils sont sur le même plan, et il l'a mise dans l'ombre derrière. Et j'ai voulu que Nella sorte de l'ombre, pour que ce soit son tour à elle d'entrer dans la lumière, et pas mon père qui a eu beaucoup de succès dans sa vie et tout ça. Et elle aurait mérité. Donc maintenant, je crois que la photo 22, normalement, elle se tourne vers Emilio. Et là, c'est le seul document qu'on a d'Emilio à la Colima, dans le goulag de Sibérie. C'est un co-détenu qui a fait ce dessin d'Emilio, qu'il a mis dans une des dernières lettres qui sont arrivées à Turin en 1937. Donc c'est le dernier portrait d'Emilio, avec des poèmes de Pouchkine, des extraits de poèmes de Pouchkine en haut et en bas. Donc Nella se consacre maintenant au Mario. Elle revoit Mario, le frère d'Emilio, et Mario lui confie les lettres de Pinega, que Nella n'avait jamais lues, puisque c'était des lettres envoyées de Pinega à Mario à Turin. Elle ne les avait jamais vues, elle découvre toutes les lettres d'Emilio. Et pour elle, c'est vraiment une révélation, et elle se dit, il faut les publier, c'est trop beau, il faut les publier. Et donc, elle les traduit, elle les rédige, enfin on l'a aidée, hein, mais elle a fait ça. Pardon? D'italien, elles étaient en italien, les deux frères s'écrivaient en italien. Elle traduit en français, oui, pardon, vous y avez tellement... Non, là, elle le traduit en français, c'est quand même sa langue. Le français, ça a été la langue de Nella malgré tout, à part pendant l'adolescence avec les frères et sœurs et avec les parents. Donc elle les traduit en français, on les rédige, on a fait des notes, on l'a aidé, on lui a dit, etc. Et maintenant, maintenant, ça va être, jusqu'à sa mort, son occupation, ça va être d'obtenir la vérité sur la mort d'Emilio, d'apprendre la vérité sur la mort d'Emilio. Elle publie donc ce livre-là, c'est celui-là, une petite pierre. J'en ai apporté quelques-uns, s'il y a des gens qui veulent le lire, il est là. C'est donc le livre qu'elle a publié en 1979 chez Maspero. Maspero, il a obtenu le manuscrit, il l'a lu dans la nuit 2 fois. Et le matin, il disait, où elle est, je veux lui parler. Il a été enthousiasmé par ce livre et il l'a publié. Et on en a encore un certain nombre d'exemplaires. Oui, je vais mettre là. Son combat pour Emilio ne cessera plus jamais et son engagement va s'élargir avec les années aux autres victimes italiennes. Il n'y aura pas seulement Emilio, parce qu'il y en a eu plein d'autres. Moi, je me souviens d'un jour où il y a une petite vieille dame avec ses 2 filles de 35 ans au moins, qui sont arrivées chez nous, dans la maison, et qui venaient du RSS, direct. Le père avait été condamné en même temps qu'Emilio et avait disparu. Elle ne savait pas ce qu'il était devenu, en fait, il est mort à cette époque-là aussi. Et la mère et les deux filles se sont jamais mariées dans l'espoir qu'un jour elles réussiraient à sortir de l'Union soviétique. Et elles sont sorties dans les années 60, et je me souviens de les avoir vues à ce moment-là à la maison. Et il y en a plein des gens, j'en ai connu quelques-uns de ces Italiens dont en général c'était pas eux, c'était leurs parents qui avaient été arrêtés ou exécutés. Et eux-mêmes
cherchaient encore la vérité sur leur mari ou leur père, etc. Et avant d'aller à ma conclusion, je vais dire, elle a écrit des lettres à tous les secrétaires, enfin tous, non, mais au secrétaire général du Parti communiste italien pour dire, faites la vérité, dites la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a écrit à Berlinguer 2 fois, il n'a pas répondu puis il est mort, et c'est Natta qui a répondu. Donc il lui a répondu qu'il la soutient complètement et tout ça, mais comme Emilio n'était pas membre du parti, et que de toute façon c'est les Russes, c'est pas eux, ils n'ont rien à voir, etc. Mais Nella, elle sait bien que les Italiens ont énormément de choses à voir avec l'arrestation des Italiens, et c'est en 1983, là j'ai même apporté le truc si je le retrouve, en 1983 il y a une fausse revue qui est sortie, un truc anonyme, la revue du PCI s'appelle Rinascita, et ils ont fait un faux numéro avec les listes des Italiens communistes victimes du stalinisme et des responsables de l'épuration. Et ça a été fait sur la base notamment de celui que Nella a toujours accusé, c'était un bonhomme qui s'appelait Robotti, qui était le président du club des émigrés italiens à Moscou, et c'est lui-même qui dénonçait les Italiens, et dans ce truc-là, il le dit, c'est lui qui l'écrit, hein, c'est pas... Il fait la liste de tous les chefs italiens qui ont dénoncé ceux qui critiquaient, et ceux qu'il a dénoncés lui-même. Alors lui, il en a dénoncé 29. Sur ces 29, j'ai repéré qu'il y en a 10 qui ont été fusillés, 10 qui sont morts dans les camps, et 9 que je n'ai pas eu le temps de repérer depuis hier, plus des non-membres du Parti communiste, 2 anarchistes, Francesco Ghezzi, qui est connu quand on s'intéresse aux Italiens victimes, c'est un des plus connus, et Otello Gaggi aussi, ceux-là sont connus. Et puis, et un sans parti, espion fasciste trotskiste, comme on dit, trotsko-fasciste ou fasciste, ils étaient tous à la fois fascistes et trotskistes à l'époque, c'est Emilio Guarnaschelli. Donc il dit lui-même dans ses mots, j'ai dénoncé en outre les personnages suivants qui, n'étant pas inscrits au parti, ne se trouvent pas dans la liste des victimes que je viens de noter. Donc il y a une évidence que mais il se justifie complètement, il n'avoue pas ça pour qu'on l'innocente. Il dit, il fallait le faire, il fallait épurer le parti, c'était tous des gens qui critiquaient la ligne, et donc j'ai fait mon devoir. Ça c'était terrible. Et donc, avec son livre qui paraît en Italie, La Petite Pierre a apparu 3 ans après, aussi dans une maison d'édition en Italie, ça a fait beaucoup de bruit, déjà la version française a fait beaucoup de bruit, moi j'ai un dossier épais comme ça, d'articles de presse qui font quelquefois une page entière. Il y a eu vraiment énormément de bruit. Encore aujourd'hui, quand on cherche Emilio Guarnaschelli, en Italie on le connaît, Nella aussi on la connaît en Italie. Et à cette époque-là, il y a sans arrêt des journalistes qui téléphonent à Nella à la maison, ou qui viennent la voir. Quand je vais chez elle, quelquefois, moi j'habitais en Allemagne, et quand je venais la voir, il y avait des camions de la télévision dans la rue de son village, elle était tout le temps entourée, et quand il n'y avait plus rien, elle déprimait complètement. Et ensuite, de nouveau un coup de téléphone, et elle revivait. Et elle est allée, je l'ai accompagnée à Rome, je l'ai accompagnée à Turin, je l'ai accompagnée à Milan pour des conférences ou des émissions, des trucs comme ça. Et au cours d'un de ses voyages en Italie, elle a rencontré une documentariste soviétique de télévision, une femme, une réalisatrice de télévision, qui lui a dit « mais moi j'ai envie de faire un film sur cette histoire », et qui lui a proposé de venir non seulement en Union soviétique, mais à Moscou, mais aussi à Pinega. Et ça c'était extraordinaire parce que est-ce que je vais retrouver la page? Oui. En 1968, au moment, le texte que je vous ai lu où elle dit « je suis libre », ce matin-là, Nella décide qu'elle essayera de faire un voyage à Pinega en pèlerinage, seule, ou plutôt 2 voyages. L'un en été, vers la mi-juin, quand il n'y a pas de nuit, et qu'ils se promenaient tous les 2 au clair de soleil,
Et le second en hiver, lorsque la neige est si haute et le froid si fort qu'il colle les cils et qu'on ne peut le supporter les yeux ouverts. Et Nella, c'est étonnant, fera vraiment un jour ces 2 voyages, chose impensable à l'époque où elle a pris sa décision, en 1968. Mais ce sera près d'un quart de siècle plus tard. Et les photos suivantes, ça montre le voyage de Pinega en 1991, donc il y a, non, ça c'est encore... ça c'est avec Mario, la lutte pour Emilio, le frère d'Emilio à droite, et Nella, plus âgée maintenant, hein, oui, elle fait jeune, je trouvais pourtant, je ne sais pas quelle année c'est 82, elle est née en 18, je ne suis pas très douée en maths, de 18 à 82, 64 64 ans, oui. Oui, elle fait jeune, Et donc après, je pense, voilà. Ça, c'est le voyage à Pinega où j'y étais. Je l'ai accompagné ainsi que mon frère aîné. Et on était accompagné par toute une équipe de télévision de 10 personnes, très sympa. Celui que vous voyez là à droite, c'est Misha, en fait, Mikhail Kirillin, colonel du KGB, parce que nous avons été accompagnés par un colonel du KGB. Ça fait une très drôle d'impression, surtout quand on a lu autant de livres sur le Goulag. Mais il était extrêmement sympa et son boulot au KGB, c'était de faire la vérité sur les crimes staliniens. Donc c'était un mec bien. Et à Archangelsk, il y a un deuxième membre du KGB qui nous a rejoints, même genre. C'était pas du tout ce que nous on imagine sous le mot KGB. Et donc là, c'est à l'aller, on a fait le voyage 250 km jusqu'à Pinega, 6 heures de route, dans un froid de canard, il faisait moins 44 et le camion n'était pas chauffé. Donc on a vraiment crevé de froid. Après on arrive à Pinega, on peut y aller. J'ai mis plusieurs photos parce que c'est quand même un peu rare. Voilà une rue de Pinega en hiver. Donc hiver 91, c'était encore l'Union soviétique, janvier 1991. Et il y a encore, voilà, cette photo-là, cette maison-là, Nella a retrouvé toutes les maisons où elle avait habité avec Emilio, il y en avait 3. Elle les a pas trouvées facilement, mais on l'a aidé, les gens du village l'ont aidé aussi. Elle les a trouvées toutes les 3. Et là, c'est une des maisons où elle a habité, la dernière maison où elle a habité, où Emilio a été arrêté pour la deuxième fois en 1936. La fenêtre en bas à droite, c'est la fenêtre de leur chambre. On est entré dedans. Il y a un film, mon frère a fait un film de tout ce voyage-là, et il y a le film soviétique aussi qui existe. La photo d'après, voilà, ça j'aime beaucoup, c'est la poste de Pinega. C'est la poste où Emilio, et je suis sûre qu'elle n'a pas changé du tout, même le portrait de Lénine doit être le même. C'est génial. Elle doit être identique. L'endroit où Emilio venait poster ses lettres à son frère et où il venait chercher ses lettres. Donc j'ai trouvé ça formidable, d'entrer dans cette poste. Et au retour, c'était prévu pour la réalisatrice de télévision qu'il ne fallait pas que Nella sache ce qu'est devenu Emilio, parce que sinon ça aurait tout gâché le film, donc il fallait qu'elle n'apprenne qu'au retour la vérité sur la fin d'Emilio. Et là, on est dans les bureaux du KGB à Moscou, c'est derrière la fameuse prison de la Loubianka, un petit bâtiment bleu, et sous le portrait de Dzerzhinsky, qui était le créateur de la Tchéka. À droite, le colonel Kirillin, donc Misha, et à gauche, la réalisatrice de télévision. Nella était assise en face. Et ce qu'on voit sur la table, c'est les 3 dossiers des 3 procès d'Emilio. Donc, Misha a cherché dans les documents, dans les archives, les 3 procès d'Emilio, et il a lu à Nella, qui était assise à la table en face, sous les caméras. Il a lu, il avait mis des marque-pages aux endroits importants, et peu à peu, il lui a expliqué tout. Et c'était extraordinaire, parce qu'on voyait la signature de la main d'Emilio, c'est des trucs complètement bouleversants. C'était 55 ans après. Et c'est là qu'elle a appris la vraie fin d'Emilio, que j'ai envie de ne pas vous dire. Vous n'avez qu'à lire le livre. Je ne vais pas vous le dire en plus. Ça c'est donc janvier 91. Quand elle rentre en France, elle n'a même pas le courage de raconter à Étienne. Et pourtant, ils s'étaient beaucoup rapprochés tous les deux. Entre-temps, Étienne est remarié depuis longtemps.
ancien ambassadeur, il a un manoir à Pont-Aven, et c'est une toute autre vie que celle de Nella. Et ils se sont vraiment rapprochés, et il a écrit un livre, dont malheureusement celui-là je ne l'ai pas ici, qui s'appelle Emilio, et qui est dédié à Nella et Emilio. Ça, c'est son œuvre de vieillesse, il avait 80 ans quand il l'a publié. Et ils se sont rapprochés tous les deux, ils se téléphonent souvent, quand ils n'ont pas le moral, ils s'écrivent, et Étienne, il dit, c'est la personne au monde qui me connaît le mieux, alors qu'il y a des années et des années, il y a 25 ans qu'ils ont divorcé. Et Nella fera donc, alors toute seule, en 1900 mois, je dirais sans mon frère, et sans une équipe de télévision, un second voyage à Pinéga en été 1992. Là, j'ai pas mis de photos, pourtant elle en a fait, mais ça j'ai déjà dit. Oui. Voilà. Et tu peux mettre la photo d'après. Oui, ça c'est pour ceux qui savent le russe. J'ai dit que je ne dirais pas ce qui est arrivé à Emilio. Ceux qui savent le russe, ils peuvent le lire là. Non, sinon c'est écrit en français dans le livre. Hein. Mais j'ai mis. Donc tu peux passer. Voilà. Ça c'est. Nella a attrapé, on ne sait pas comment, une maladie mortelle. Elle en a souffert pendant 10 ans à la fin de sa vie. C'est une maladie, je suis en train de chercher le nom, qui ne me revient pas, une fibrose. Ça veut dire qu'on a des fibres qui se développent dans les poumons et qu'on peut de moins en moins respirer, il y a de moins en moins de place pour l'air. C'est un truc épouvantable. Ça a duré des années. Après, au bout de quelques années, elle avait un petit, comme on voit souvent des gens avec un petit on s'appelle l'oxygène dans une bouteille. Et puis peu à peu, c'était plus une bouteille, mais c'était un gros appareil pour respirer, etc. Et donc, ça c'est... Bon, je vous dirai comment elle est morte. Ça c'est la photo 31. Oui, c'est ça, je voulais mettre celle-là d'abord. Tu reviendras en arrière si tu peux après. Ça c'est donc maman en 1992, 3 ans avant sa mort. Elle n'a pas encore le tuyau dans le nez qu'elle aura les dernières années en permanence. Elle sera toujours reliée à sa machine à respirer. Et elle avait fait un projet de voyage en Sibérie avec un jeune documentariste italien qui vit à Paris, Silvano Castano. Il y a eu, d'ailleurs, il a fait 2 films. Il a fait un film qui est passé sur Arte, évidemment, à 11 h du soir, à l'époque, comme toujours, les beaux trucs, hein, c'est normal, des trucs comme ça. Elle avait fait un projet de retourner à Pinéga d'abord. Elle avait demandé aux voisines si elle pourrait loger dans la chambre même où elle avait vécu avec Emilio. Et ensuite, ils voulaient aller en Sibérie, jusqu'à Razvietchik, c'est-à-dire dans le dernier camp d'Emilio, où il a été arrêté pour la dernière fois. Et ce projet de voyage, 278, j'arrive au bout, ce projet de voyage, elle n'a pas pu le faire parce qu'elle était trop malade. Déjà en rentrant de son second voyage à Pinéga, elle a eu un malaise dans l'avion au retour et mon frère Hervé a été obligé d'aller la récupérer à l'infirmerie à Roissy. Donc là, elle ne pouvait vraiment plus aller en Sibérie, c'était exclu. Alors, elle écrit dans... Je ne sais pas si elle écrit parce qu'à cette époque-là, elle enregistrait beaucoup sur cassette. Au lieu d'écrire son journal, elle enregistrait. Donc je n'ai pas marqué si c'était dit ou écrit. Elle dit « Je pense à Silvano, qui va endosser ma tenue pour aller à la recherche d'Emilio. Il est mon chevalier. Je l'envoie à la recherche du Graal. S'il revient à temps, il me rapportera une poignée de terre. Sinon, il y aura toujours son film, et Emilio ne sera pas oublié. Tant pis si je ne le vois pas. » Et elle est morte avant que le film sorte. Elle ne l'a jamais vu, ce film. Et là, l'image que je vous ai mise là, c'est avant, donc si tu peux reculer d'une photo, voilà, ça, c'est un livre d'un Tommaso Sgovio, qui a été lui-même, c'est un Italien, mais qui a grandi aux États-Unis avec son père, et son père, communiste italien aux États-Unis, a eu l'idée géniale de revenir à Moscou avec son fils. Ils ont été arrêtés tous les deux. Et le père est mort, le fils a survécu, et un des camps de ce fils, c'est
qui a fait ce dessin, c'était le fameux Razvechik, qui est un petit camp de la Colima, celui même où Emilio a passé ses derniers mois de sa vie. Et maman écrit « Ce Sgovio, que le ciel, on peut dire le destin, a envoyé sur ma route, maintenant que je ne peux plus aller voir moi-même la Colima, que je ne peux plus aller voir de mes yeux ce que voyait Emilio là-bas, eh bien ce garçon avait fait des dessins. Il a fait publier ses dessins et Silvano m'a fait faire des photocopies de ses dessins. Et elle dit « Ces dessins sont pour moi la poignée de terre que je n'aurai peut-être jamais de la Colima, mais je vois mieux la fin d'Emilio. Je peux mieux m'imaginer sa souffrance. Il y a un dessin dans lequel un garçon qui lui ressemble crie, la bouche grande ouverte, il hurle. Et moi j'entends « Mamma, Mamma, Nellina, Nellina ». Je l'entends. C'était certainement comme ça. Voilà. Il n'y a plus que la mort. Sa mort, même sa mort, elle n'est pas ordinaire. Elle n'a pas attendu d'étouffer toute seule. Elle a tout organisé pour partir tranquillement. Et ben voilà. C'est dur de terminer comme ça. Oui, c'est un peu moche. Alors je vais vous lire encore les derniers mots sur sa dernière cassette, mais c'est triste aussi. Hein. C'est pas rigolo. Non, je ne vais pas vous dire ça, c'est trop triste. C'est trop triste. Je ne sais pas par quoi terminer de joli, c'est pour ça que j'avais mis après la jolie photo de 1992, où elle est non, juste avant, donc ça fait rien, on l'avait déjà vu, que je trouve très jolie, c'est une des photos que je préfère de Nella à la fin de sa vie, quoi. Et on voit qu'elle était marrante, en plus, cette femme qui avait vécu tout ça. Elle avait de l'humour, elle était drôle, souvent, elle se moquait d'elle-même. Et là, ça se voit un peu, elle a l'œil malin, je trouve. Malicieux, oui. Ouais. Oui, malicieux, exactement, malicieuse. Et c'est son frère Angelo qui l'a photographié. Voilà, c'est tout. On termine là-dessus.